Oui, alors bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez sur la planète. Alors, le petit webinaire du lundi soir, mais qui a lieu donc un mardi soir pour cette occasion, puisque j'avais des petits soucis pour lundi soir. Donc, c'est celui du Québec. Donc, vous savez que le webinaire qui a lieu à Paris, qui a donc lieu à 14 heures heure du Québec, ou à 15 heures selon les grilles horaires, là, avait donc pour objectif de vous présenter l'intuition médicale, qui est une façon de pouvoir utiliser l'intuition pour évaluer le potentiel santé envers soi-même ou envers un partenaire. Donc, l'objectif de la conférence était de vous montrer un petit peu de quelle façon que ça pouvait se faire, sur quoi ça reposait. Je me suis inspiré donc de l'exemple de Edgar Cayce, qui est un médium assez connu, et de vous présenter de quelle façon que par le biais du processus intuitif, on pouvait arriver à donc identifier une problématique de santé, de pouvoir donc chercher à en comprendre la raison d'être, de chercher à déprogrammer la mémoire cellulaire qui pouvait perturber donc le fonctionnement de notre corps, et ensuite donc de faire des soins et de proposer même des médicaments selon le besoin. C'était un peu ce qui était présenté lors de cette conférence, et je vous invite à la visionner puisque elle sera disponible au plus tard demain matin sur YouTube. Vous allez pouvoir donc la visionner sur le canal Pleine Conscience Intuitive, qui est l'ancien canal Sylvain Bélanger, que j'ai changé pour Pleine Conscience Intuitive. Donc, vous pourrez le visionner. Alors, je ne sais pas s'il y avait des questions sur cette... alors, évidemment, la conférence, vous allez pouvoir la visionner, donc, mais s'il y a des questions sur cette intuition médicale, sachez que l'intuition médicale, c'est une approche provenant des États-Unis. Euh, Pourquoi on n'en a pas parlé au Québec? C'est que vous savez sans doute que l'Ordre des médecins n'aimerait pas cela. Si on n'en a pas parlé en Europe francophone, c'est que l'Ordre des médecins n'aimerait pas ça non plus. C'est-à-dire que l'Ordre des médecins a un certain pouvoir par rapport au statut médical et que l'utilisation de l'intuition pour évaluer la santé, on n'est pas un médecin, on ne le sera jamais. On est plutôt quelqu'un qui évalue le potentiel énergétique de soi-même ou d'une personne et qu'on doit comprendre évidemment que ce qu'on cherche à valoriser, nous, c'est donc toujours finalement ce potentiel santé, de l'augmenter afin que l'individu, que ce soit nous-mêmes ou un partenaire, que l'on puisse effectivement l'accompagner pour optimiser son potentiel santé, pour qu'il puisse faire revenir à favoriser un processus de guérison. C'est vraiment l'objectif qu'on va se fixer et c'est vraiment dans ce sens-là très différent de l'approche médicale et on n'a vraiment pas la prétention de travailler sur la maladie, mais beaucoup plus sur ce potentiel santé-là. C'est ça qu'on va chercher à développer. Et lors de la conférence, j'ai vraiment présenté les grandes bases de cette approche-là également. Je ne sais pas s'il y a des questions maintenant sur l'ensemble de votre pratique par rapport donc à la pratique personnelle, professionnelle, ou encore des questions que vous pourriez avoir sur votre vie personnelle, puisque mon rôle aujourd'hui, c'est de vous assister. On a donc à peu près maximum une quarantaine de minutes encore pour pouvoir le faire, pour pouvoir répondre à vos besoins et à vos demandes concernant cela. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions que vous aimeriez me poser présentement. Donc, la petite conférence sur l'intuition médicale nous permettait de comprendre que la physique quantique, entre autres, met en évidence que euh, les cellules du corps absorbent et émettent de la lumière et que c'est ce reflet de l'activité cellulaire qu'on observe l'aura et qu'évidemment, selon les perturbations qu'on voit dans l'aura, ben, ces perturbations nous donnent des indices des perturbations de santé dans notre corps physique. C'est un petit peu ça que j'ai essayé de présenter dans la conférence. Et puis, évidemment, je vais présenter un protocole, un petit protocole tout simple pour apprendre à faire un travail sur vous. Un protocole qui est proposé dans le cadre de l'enseignement de toute façon pour ceux qui suivent les formations personnelles et professionnelles. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Parce que là, je prenais le temps un petit peu d'habiter un peu l'animation pour vous donner la possibilité de poser vos questions qui peuvent concerner donc la conférence, le sujet du jour, intuition médicale. Si vous avez des questions là-dessus, bien évidemment, vous pouvez les poser. Vous pouvez les poser également sur l'enseignement, donc vous avez peut-être accès à un certain niveau de degré d'enseignement, mais qu'importe où est-ce que vous vous situez, vous pouvez poser vos questions, même si ce sont des questions qui vous apparaissent pas intéressantes pour vous, parce que vous vous sentez mal à l'aise de les poser, posez-les, puisque évidemment, il n'y a aucune mauvaise question, il n'y a aucune mauvaise réflexion, hein, c'est-à-dire qu'on part tous d'un enseignement quelque part qu'on ne comprend pas toujours très bien, puisque l'intuition, ça demande un apprentissage, ça demande donc un apprentissage de plusieurs semaines hein, pour arriver à se sentir à l'aise avec le langage, savoir comment le faire parler notre corps. Tout ça, c'est quelque chose qu'on apprivoise doucement. Donc, on ne doit pas hésiter là, si vous avez des questions, même si elles peuvent paraître pour vous pas des bonnes questions,
Moi, je vous dirais qu'il n'y a pas de mauvaises questions, il y a des bonnes questions, puisque les questions vous servent à avancer et à cheminer. Donc, France me dit, j'ai un peu de difficulté à voir, entendre et ressentir par rapport aux sous-personnalités. Donc, France, d'abord, il faut que tu détermines le mode de communication que tu utilises. Alors, si tu es visuel, tu vas chercher à voir la sous-personnalité. Alors, comment on va voir la sous-personnalité? On va la voir telle que moi, je me vois dans le monde physique. C'est-à-dire que je vais chercher donc à travailler avec une sous-personnalité qui va avoir des jambes, qui va donc avoir un tronc, qui va donc avoir des bras, un cou, une tête. OK? Dans ce sens-là, je vais donc prendre le temps d'observer comment elle se manifeste à moi et comment elle se manifeste à moi dans sa dimension énergétique, comme si le fait de la voir pouvait m'informer justement des dynamiques énergétiques qui lui sont propres à cette énergie-là. Même si c'est moi, c'est une facette de moi, je constate que cette facette de moi peut avoir une dynamique énergétique complètement différente de moi. Et c'est là qu'on aborde les chakras aussi, qu'on peut équilibrer les chakras chez cette sous-personnalité-là. Ça, c'est dans le sens visuel, que la voix peut-être la plus facile, bien évidemment, hein, parce qu'on la voit. Si on la ressent, on va chercher à prendre le temps de porter notre attention vers la sous-personnalité en partant des pieds et remonter jusqu'au sommet de la tête pour être capable de prendre un papier et un crayon puis d'être capable de pouvoir désigner où est-ce qu'on sent la sous-personnalité, où ça passe pas. Et ensuite, on va faire le protocole de décodage, déprogrammation et soins selon les endroits qu'on a identifiés pour être capable donc de cheminer à ce niveau-là. Et au niveau auditif, on va chercher évidemment donc à être à l'écoute de ce qu'on entend par rapport à cette sous-personnalité-là. Donc, il y a vraiment une question ici, France, de vraiment accueillir le mode de communication avec lequel je travaille et de chercher justement à l'amplifier et de questionner, de ne pas avoir peur de questionner l'information qui se manifeste à moi pour être capable d'arriver à pouvoir la cerner le plus clairement possible. Mais dans le cas de la sous-personnalité, qu'est-ce qui peut être intéressant, quel que soit le mode de communication que j'ai, c'est de partir du principe que la sous-personnalité qui est devant moi, je vais partir des pieds jusqu'au sommet de la tête et je vais reconnaître qu'elle est une entité qui s'apparente à moi, mais qui a une personnalité qui est propre. C'est-à-dire que si je travaille avec la dépression, en moi, la sous-personnalité dépressive, mais la sous-personnalité dépressive n'est pas tout le temps qui je suis. C'est une facette de qui je suis. Et cette facette, quand je suis dans cet état de dépression, ben, j'ai une certaine dynamique énergétique, une dynamique psychologique aussi qui est associée à ça. Et je vais prendre le temps donc d'identifier celle-là en prenant le soin donc de d'écrire ce que je vois, entends et ressens, questionner le plus possible et déprogrammer et soigner le plus possible. Je ne sais pas si ça éclaircit ta question, France. N'hésite pas si tu as d'autres questions. Et José, évidemment, c'est peut-être toute nouvelle, mais ça n'empêche pas quelque part que tu peux avoir des questions, des commentaires, des réflexions. N'hésite pas. C'est un temps qui est alloué justement à chacun d'entre vous pour pouvoir justement prendre le temps de faire part de vos réflexions et de vos interrogations. Alors, d'abord, France, il faudrait que tu m'identifies, il faudrait que tu identifies, est-ce que tu as identifié ton mode de communication? Est-ce que c'est visuel? Est-ce que c'est auditif ou est-ce que c'est sensitif? Première question. Parce que là, tu me dis comment faire pour identifier de la tête aux pieds, mais il faut d'abord avant tout définir quel est le mode de communication avec lequel tu travailles. Est-ce qu'il y en a plusieurs ou est-ce que tu travailles avec un seul? Tu pourrais peut-être me répondre là-dessus. Bon, visuel et sensitif. Alors, comment faire? Ça voudrait dire que si tu es visuel, ça devrait être capable de voir une image de toi, de cette sous-personnalité-là qui te représente. Tu devrais être capable de la voir devant un miroir devant toi, devant un écran devant toi. Alors, si tu es capable de me dire que tu la vois, tu es donc capable de me dire que tu es capable de me dire, bon, je vois des jambes, je vois une tête, je vois des bras, je vois une femme qui est devant moi qui n'a pas de jambes ou une femme qui n'a pas de tête. Tu vois, une femme qui a une alignation dans la zone du cœur qui est très importante. Ça, c'est une première chose. Et les sensations vont te permettre aussi de désigner dans ton sens sensitif où se situent les blocages, où se situent les inconforts. Alors, je sens un inconfort dans mes jambes, ou je sens un inconfort dans ma tête, ou je sens un inconfort dans mon épaule. Tu vois, et c'est ça qui va t'amener vers mettre de la lumière dans l'endroit où tu perçois les perturbations et de prendre le temps de décrire, questionner et déprogrammer et soigner. Je ne sais pas si tu me suis par rapport à ça, France. Et donc, ce serait ça finalement qui te servirait de faire. Puis de te rappelle-toi évidemment que toutes les techniques sur les chakras que tu as appris dans le module 1 vont te servir dans ce module-là, puisqu'elles vont te permettre d'interagir avec ta sous-personnalité pour l'amener à se transformer
Alors, c'est là que tu vas commencer à constater que cette superpersonnalité qui peut paraître perturbatrice et déséquilibrée, ben, le fait d'interagir avec les chakras pour les équilibrer, va amener la superpersonnalité à manifester un potentiel évolutif, à te mettre en contact avec le potentiel évolutif de la superpersonnalité. C'est ça qui devient intéressant aussi pour toi également. C'est ça un peu le sens de l'exercice en fin de compte, hein. C'est de se rendre compte que les superpersonnalités ne sont que des états de conscience. Alors, si moi je m'identifie à cet état de conscience en me disant je suis dépressive, par exemple, ben, en disant que je suis dépressif, je ne me donne pas l'opportunité de reconnaître que la superpersonnalité a un potentiel évolutif. Je ne fais que simplement la limiter à un niveau de conscience où je dis qu'elle est dépressive, alors que c'est une facette de moi qui est dépressif. Si je commence à faire du décodage, déprogrammation et soins, je vais constater que cette mémoire-là qui apparaît dépressive va se transformer puis elle va devenir de plus en plus équilibrée et va me permettre de concevoir qu'elle est finalement autre chose que l'aspect dépressif. Parce que quand je l'équilibre, elle va me mettre en contact avec le potentiel évolutif qui est en moi par rapport à cette énergie-là. Je ne sais pas si tu me saisis par rapport à ça, France. D'accord. Donc, si tu as d'autres questions, tu peux y aller. Et s'il y a d'autres personnes dans la salle qui ont des questions, ben, vous pouvez y aller, bien évidemment. Comme je disais tout à l'heure, s'il y a des questions sur la conférence, bien évidemment, vous allez la visionner. Mais s'il y a des interrogations sur l'intuition médicale, ben, vous pouvez aussi y aller. Moi, ce que je vous dirais, c'est que dans l'intuition médicale, il y a des modules d'enseignement qui sont proposés dans la formation qui recoupent beaucoup d'enseignements là-dessus. Il y a le module 2 qui vous présente la technique de l'accueil et des programmations qui sont assez essentielles comme technique de soins. Le module 3 qui vous parle des techniques d'auto-guérison, qui vraiment va vous aider à travailler sur l'aspect santé, vraiment physique et énergétique de votre corps. Vous avez le module 4 sur les chakras, bien évidemment, qui est un module fort intéressant sur la santé aussi. Vous avez le module alimentation intuitive et évaluation des remèdes, qui est très intéressant parce qu'il vous permet vraiment de faire un travail un peu comme Edgar Casey pouvait faire. Donc, c'est un module intéressant. Et puis, vous avez évidemment tous les modules psychologiques qui vous permettent de travailler sur la déprogrammation de la mémoire, les superpersonnalités psychologiques des chakras et la déprogrammation de la mémoire cellulaire, qui sont des modules intéressants pour travailler sur l'aspect plus psychologique, je dirais, associé aux problématiques de la santé. Et vous avez également, au niveau plus spirituel, des modules sur la spiritualité qui vous amènent aussi à pouvoir faire un travail sur la dimension de la santé également. Il y a également le cerveau et thérapie quantique, qui est un autre module qui est un peu plus lointain, mais qui va vous aider aussi à faire un travail sur l'intégration des nouveaux modèles de la physique quantique avec la guérison, qui est une approche qui peut être intéressante aussi pour travailler sur l'aspect santé. Tout ce que l'on vit de très négatif, peut-on dire que ce sont des superpersonnalités, on peut travailler dessus? Effectivement, c'est ça la beauté de ce module d'enseignement-là. C'est que je me suis dit que pour travailler sur les chakras, c'est trop facile de dire ah mais mon chakra est bloqué, c'est trop facile de dire ah mon chakra j'ai une émotion, c'est trop facile de sombrer dans le constat. Alors moi j'avais envie avec ce module-là de vous dire bon dans le premier module de vous montrer comment on travaille sur les chakras et le deuxième module de comment on travaille sur les superpersonnalités associées aux chakras. C'est-à-dire que dans chacun des chakras, il y a plein d'états de conscience qui sont des formes de pensée émotionnelles ou psychologiques, qui sont reliées à des croyances, qui sont reliées à des limitations, qui sont reliées à des blessures, et que le fait de travailler sur chacune d'elles avec les superpersonnalités, ça nous permet de comprendre qu'on est vraiment un peu comme on est dans une multiconscience. La multiconscience, c'est que plus moi j'apprends à reconnaître que je suis dans un état de multiconscience, plus je peux donc travailler sur les différents états de conscience qui m'empêchent de pouvoir évoluer, de progresser. Et c'est pour ça que le travail sur les superpersonnalités devient un travail vraiment intéressant parce qu'à chaque fois que je rencontre une problématique dans ma vie, ben, au lieu de simplement dire je suis triste ou je suis dépressif ou je suis en colère, je peux travailler sur la superpersonnalité colérique, la superpersonnalité dépressive, la superpersonnalité triste, pour faire un travail sur elle et faire un travail sur les chakras d'elle, en fin de compte. Je peux équilibrer cette personnalité-là et m'amener justement à être plus en harmonie avec elle. Alors, plus je suis en harmonie avec les superpersonnalités qui sont en moi, plus je suis dans un processus d'harmonie avec moi-même aussi. C'est ça un peu l'intérêt de ce module-là que moi je trouve très important parce que ça ouvre vraiment la porte à un travail très riche. Si on se met à appliquer le travail sur les superpersonnalités, on peut vraiment faire un travail très très riche et très complet sur notre vie d'une façon très générale également. Bon, excusez-moi.
pour la sonnerie. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous auriez à me transmettre maintenant? Alors, j'avais baissé ma sonnerie de téléphone, mais j'ai oublié de baisser ma sonnerie de téléphone cellulaire. Donc, voilà. C'est pourquoi que ça sonne de nouveau, mais bon, il fallait se terminer. Donc, tu comprends bien, si, je pense que l'intérêt de ça, c'est vraiment de comprendre que même, par exemple, je pourrais travailler sur une sous-personnalité, par exemple, la personne qui a une partie de moi qui peut être atteinte d'une certaine maladie, bien évidemment, je pourrais travailler sur cette sous-personnalité-là qui est malade. Alors, encore là, je me dissocie de l'aspect sur lequel je veux travailler pour travailler dessus, puis reconnaître qu'elle est une entité distincte de moi, en fin de compte, et que le fait de travailler dessus me permet donc de pouvoir vraiment m'harmoniser à cet aspect-là de moi-même et de pouvoir me réunifier à elle. Est-ce qu'on peut remonter jusqu'à la mémoire des ancêtres? Il y a un module qui s'appelle déprogrammation de la mémoire cellulaire, qui va nous aider, qui va vraiment nous toucher l'approfondissement de ça, puisqu'on va vraiment approfondir le concept de la mémoire, de quelle façon qu'on peut travailler sur la mémoire des ancêtres, la mémoire des autres vies, etc. Mais oui, bien sûr, tu pourrais travailler là-dessus. Mais je te dirais que le plus intéressant à ce stade-ci, je te dirais, commence simplement à travailler avec le concret. Le concret, c'est moi, là, en tant qu'être humain, en tant que France, c'est quoi mes problématiques, c'est quoi mes difficultés. Et travailler simplement là-dessus, ça serait déjà énorme, je te dirais. Je peux travailler sur la maladie et mes ancêtres quand c'est le cas pour moi. Bien sûr que tu peux travailler effectivement, tout est applicable, je dirais, concernant donc ce travail-là qui est sur personnalité. C'est ça la beauté de ce travail-là. On peut vraiment jouer d'une façon très riche avec ça. Joanne qui me demande, j'ai toujours pensé que c'était le chakra du plexus qui retenait les émotions, mais je comprends bien, les émotions peuvent se retrouver dans tous les chakras. C'est une bonne question, Joanne, puis je vais te répondre de la façon suivante. C'est que si on applique, moi, quand j'ai sorti de l'école de formation avec Ron Young, qui était le guérisseur avec qui j'ai suivi une formation de 3 ans que j'ai beaucoup appréciée, quand j'ai sorti de là, je me suis dit, je comprends rien. Je comprends rien dans le sens que j'avais beaucoup d'expériences intuitives que j'avais vécues, mais je comprenais pas ce que c'était que les chakras. Et moi, j'avais besoin de comprendre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancé j'ai rentré dans une librairie et j'ai commencé à feuilleter des livres, à m'acheter des livres, à essayer de lire plein de livres, puis à comprendre finalement qu'il y a énormément de théories dans les livres. Sur les chakras plus particulièrement, beaucoup de gens vont vous parler des chakras avec énormément de connaissances théoriques, mais ils vont très peu vous parler d'expériences pratiques de l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils vont pas vous dire, ah ben moi j'ai fait un travail sur mes chakras et je fais un travail sur les chakras de d'autres personnes pendant X temps, ce qui me permet de vous parler en tant qu'expert des chakras. Il y a très peu de gens qui ont fait ça. Alors moi, ça m'a amené à constater que quand je lisais ces livres-là, je reconnaissais un langage théorique qui explique un peu ce que tu dis, Joanne, hein, comme le plexus solaire, c'est relié aux émotions, mais c'est complètement farfelu de comprendre, d'avoir cette vision-là, parce que ça veut donc dire finalement qu'on est dans un mode rigide. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un retient une émotion, c'est le plexus solaire qui est le problème. C'est pas vrai. On est premièrement, les chakras sont tous en étroite relation. Et en fin de compte aussi, c'est que quand on commence à se rendre conscient de l'animation énergétique qui existe dans chacun des chakras, on se rend bien compte que chacun des chakras a une structure, un fonctionnement qui lui est propre et qui est en étroite relation avec les autres. Et que le chakra, ça anime de l'énergie, mais ça anime de la mémoire. Et que les expériences mémorielles qui sont associées au chakra vont nous amener justement à prendre conscience de charge émotionnelle. D'ailleurs, dans le module sur les sous-personnalités, je vous présente un modèle que j'ai développé qui s'appelle la psycho-énergétique des chakras, dans lequel je vous présente 49 modèles, hein, c'est-à-dire 49 types psycho-énergétiques associés donc aux chakras. Mais ces 49 modèles-là, c'est pas limité à 49, hein, c'est-à-dire que moi, j'en identifie 49 pour bien mettre en évidence les 49 principales sous-personnalités psycho-énergétiques, mais on doit bien comprendre qu'il y en a, on pourrait dire qu'il y en a des millions, dans le sens que on ne peut pas se limiter à 49 parce que chaque être humain a des composantes qui lui sont propres. Et quand on parle d'un langage intuitif, on ne peut pas se limiter à des croyances théoriques parce qu'un modèle intuitif ne repose pas sur la théorie. Il y a une question qui m'était posée cet après-midi sur les livres sur le symbolisme du corps humain ou des livres qui expliquent la symbolique des maladies. C'est intéressant, mais ça reste théorique. Alors, ce sont pour moi, comme je disais tout à l'heure, ce sont des hypothèses qu'on émet quand on regarde des livres comme ça. Et ces hypothèses-là, on doit les appliquer avec nous-mêmes en évaluant de quelle façon que nous, ça nous concerne. Hein, c'est-à-dire que si moi je vais à mon intérieur, puis que je constate que dans mon intérieur, la maladie ou la problématique de santé que j'ai
me dit des choses qui ne font pas en accord avec ce que le livre dit, ben moi, je vais me faire confiance à ce que je perçois en dedans de moi plutôt que le livre. Parce que le livre, finalement, c'est un langage qui s'adresse un peu à tout le monde. C'est un peu comme s'il y avait une règle qui disait, mais voilà, telle maladie est égale à telle chose. Mais c'est pas possible que ce soit comme ça. Parce que tout être humain est différent. On est tous on est tous une communauté humaine, on est tous pareils à quelque part, mais on a tous un bagage qui nous est propre en tant qu'être humain. Il suffit de se parler, il suffit de se rendre compte qu'on est différent, on a des distinctions en tant qu'humain. Et c'est ces distinctions-là qui vont faire que plus on arrive à comprendre le langage intuitif, plus on est capable de comprendre cette distinction-là. C'est ça, je crois, qui est le plus riche du travail intuitif. Parce que si on commence à appliquer ce qu'on voit dans des livres, on n'est plus dans l'intuition, on est simplement dans la théorie, ce qui peut être valable, mais ça reste de la théorie, ça reste qu'on n'est pas en connexion avec ce qui se passe chez l'être humain qui est devant soi. On ne fait qu'appliquer des recettes établies par une forme de rationalité et on cherche à appliquer ce qui peut nous être utile. Mais c'est plus de l'intuition. Et ça, je pense que c'est important. J'avais justement une présentation, j'avais quelqu'un qui voulait collaborer avec moi, bon, qui me parlait d'un domaine autre. Et puis, elle a été voir une conférence que je faisais, qui était de l'ordre de l'intuition, justement. Puis elle m'est revenue avec un commentaire que j'ai trouvé vraiment intéressant. Elle me dit, elle m'a dit à quelque part qu'elle était d'accord avec moi, mais que il y avait, elle m'a amené quelque part comme une vision théorique des choses en me disant, oui, mais il y a telle chose. Et là, c'est une affirmation théorique qu'elle faisait. Puis moi, j'y répondais, bien sûr, que cette affirmation théorique-là est une hypothèse très intéressante. Mais dans ta démarche intuitive, est-ce que tu es capable de vérifier cette réflexion, cette hypothèse très intéressante? Et c'est là, quelque part, qu'on comprend que lorsqu'on entreprend une démarche intuitive, on est dans une exploration. On est un peu comme un aventurier qui découvre un univers, et cet univers-là est plein de possibilités. Et que c'est sûr que toute la connaissance que moi j'ai acquis dans ma vie, vont me servir pour émettre des hypothèses dans ce monde-là. Mais ce monde-là, c'est lui qui va me donner les réponses. C'est lui qui va me donner sa vérité. Et moi, je vais apprendre donc à accueillir sa vérité. Parce que si je fais l'inverse, ça va vouloir dire que je vais prendre ma connaissance intellectuelle que j'ai acquis et je vais simplement l'appliquer dans mon monde intuitif. Et mon monde intuitif, je ne lui permettrai pas de me communiquer ce qu'il souhaite me communiquer. Donc, je vais finalement me perdre là-dedans. Et ça, je pense que c'est vraiment fondamental de bien comprendre cela. OK, donc Joanne, tu comprends bien. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, commentaires par rapport à à ce dont on parle actuellement? Donc, évidemment, c'est là pour, je pense à José, qui peut-être, c'est la première fois qu'elle est là ce soir. Ben là, évidemment, on parle de modules qui ne sont pas encore, hein, tu commences la formation, donc il y a l'introduction en ligne, puis après ça, il y a le module 1 et le module 2, qui sont modules 4 et 5 en fait, hein, c'est-à-dire 1, 2, 3, c'est les modules d'introduction. Donc, moi, je t'ai envoyé les modules 1 et 2, qui te permettent donc d'accéder aux bases de l'enseignement. Et après ça, le module 3 qui touche l'auto-guérison. Le module 4, c'est sur les chakras. Et le module 5, c'est sur les personnalités psycho-énergétiques dont on parle présentement. Donc, juste pour te situer au niveau de la hiérarchie de la formation, c'est-à-dire qu'il y a un apprentissage qui se fait à travers les modules qui nous amène progressivement donc à augmenter toujours notre habileté intuitive. C'est ça un petit peu comme ça que j'ai cherché à vouloir mettre en place la formation de cette façon-là. Puis par la suite, après les sous-personnalités, bien évidemment, il y a la dépollution de la mémoire cellulaire. Ensuite, touche l'alignement soit supérieur et des formations par les guides par la suite. Ensuite, on touche des enseignements donc d'auto-coaching. Ensuite, la pleine conscience intuitive, transformation éveil, qui se veut un module un petit peu synthétique de tout ce qui a été vu dans l'enseignement. Puis après ça, on aborde d'autres modules qui sont un peu plus variés avec différents sujets comme l'alimentation intuitive, cerveau et thérapie quantique, équilibre des lieux. Alors, tu vois, c'est comme d'autres enseignements qui sont proposés par la suite pour avoir vraiment une vision la plus complète possible de comment je peux utiliser l'intuition dans ma vie, tant dans ma vie quotidienne que dans tous les secteurs de ma vie, en fin de compte. C'est un peu comme ça que j'ai voulu faire en sorte que la formation soit la plus complète possible, touchant tous les domaines le plus possible également. Puis évidemment, quand on va commencer une formation, normalement, on va commencer avec un journal intime qui va nous guider. Hein. Le journal intime va nous servir. Tantôt, je parlais d'émettre des hypothèses. Le journal intime, lui, va me permettre de me rappeler ce que l'intuition me dit, ce qu'elle me transmet comme information. Et ça veut donc dire quelque part que
ce journal intime-là va devenir un aide-mémoire me rappelant à quelque part tout ce que j'ai pu expérimenter et observer et vivre dans ma démarche intuitive. Parce que souvent, on vit l'expérience intuitive comme un peu comme un rêve. Et si on ne prend pas le temps de la noter, de noter ces rêves-là, on a tendance à les oublier et à perdre un petit peu à ne pas donner de valeur à ces perceptions intuitives-là, surtout dans une démarche personnelle. Parce que la démarche personnelle nous ramène tout le temps à, à, à notre vie, à notre histoire. Et comme on connaît notre histoire, on a tendance souvent à pas valoriser ce qu'on va aller chercher comme information, surtout au début, parce qu'on va avoir l'impression que ce qu'on va aller chercher comme information, ce sont des informations qui ont déjà été, qu'on a déjà vues. Et le défi du processus intuitif, c'est de faire confiance à ce que l'on perçoit. Même si ça peut paraître répétitif ou des choses qu'on connaît, c'est de faire confiance en demandant justement ces informations intuitives-là, quel est leur message, qu'est-ce qu'elles veulent nous communiquer, pour apprendre justement à permettre à ce processus intuitif-là de nous tendre la main et de nous amener à son univers, un univers de sagesse et d'intelligence qui dépasse justement ce qu'on connaît de soi. Et c'est ça le défi que l'on doit apprendre à faire pour développer une plus grande habileté, une plus grande discernement aussi dans le processus intuitif. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions maintenant par rapport à ce que j'avais à transmettre, donc sur l'intuition médicale ou encore évidemment sur d'autres sujets? Et évidemment, je vous ai invité aussi, s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde éventuellement, ben, on pourrait aussi regarder ça. Doit-on commencer maintenant à travailler sur les mémoires des ancêtres ou attendre de faire le travail sur nous? Je comprends pas ta question. Doit-on commencer maintenant à travailler sur la mémoire des ancêtres ou attendre de faire le travail sur nous? OK. Euh, Moi, je te dirais que le module sur la dépollution des mémoires cellulaires va nous amener à faire un voyage dans le temps, c'est-à-dire on va vraiment voyager dans le passé, présent et futur, et dans lequel on va aller voir notre histoire personnelle, mais on va aller voir aussi les mémoires des ancêtres, les mémoires d'autres vies. Alors, on va être plus Moi, je considère que euh, le concept de la mémoire est souvent mal compris. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance, nous, à penser que la mémoire d'autres vies, euh, ou la mémoire de nos ancêtres est quelque chose de plus important que notre propre histoire. Notre propre histoire, quelque part, elle résonne avec l'histoire de nos ancêtres, elle résonne avec l'histoire de d'autres vies. Donc, quand j'apprends justement à faire ce travail sur mon histoire personnelle, j'apprends justement à faire la paix avec moi. Et c'est déjà beaucoup. Et cette paix-là, de quelle façon qu'elle va se faire? Bien, à travers le module sur les chakras et sur personnalité, c'est vraiment de travailler sur tous les comportements sur lesquels j'ai une problématique, que je me sens pas en harmonie, de travailler dessus, c'est déjà un énorme travail qu'on peut faire. Je trouve qu'on a tendance à négliger beaucoup le travail qu'on fait sur soi parce qu'on a toujours l'impression que ailleurs, c'est mieux. Donc ailleurs, pour moi, c'est le monde des ancêtres, le monde d'autres vies. On a toujours l'impression que ça va être plus important, que c'est plus significatif parce que quelque part, notre histoire personnelle, on a souvent l'impression de la connaître. On a souvent l'impression d'être identifié à elle à un point tel qu'on n'est même pas capable d'envisager qu'on pourrait la changer. Et c'est ça un peu le défi qui est proposé, c'est d'apprendre à faire un travail là-dessus. Moi, je t'encouragerais, Joanne, donc à faire un travail sur ton histoire personnelle, puisque c'est quand même quelque chose d'important parce qu'on identifie à cette histoire personnelle-là. Alors, quand on va toucher donc les mémoires ancestrales et les mémoires d'autres vies, ben, on va le toucher ça dans le module qui va suivre sur la dépollution des mémoires cellulaires, qui va te donner vraiment une bonne idée de comment tu peux travailler là-dessus. Voilà, c'est ma réponse par rapport à ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? OK, donc si vous êtes d'accord, peut-être qu'on pourrait s'arrêter là-dessus, à moins qu'il y ait des questions, évidemment, puisque je suis là pour ça. Sachez donc que le webinaire de cet après-midi a été enregistré et qu'il va être mis en ligne. Vous aurez donc accès aux questions, à la conférence, à la petite conférence qui a eu lieu sur l'intuition médicale, qui va vous donner donc des informations et que vous allez pouvoir accéder donc dans le canal Pleine Conscience Intuitive sur YouTube. Alors, ça va être quelque chose qui va vous être proposé. Et la semaine prochaine, le webinaire, ça sera donc le lundi soir et non pas le mardi, là, c'est le lundi soir. Et le prochain sujet, ce sera les différents types, je ne me rappelle pas la conférence exacte, mais ce sera donc de vous présenter les différents types d'intuition. Il y aura même sans doute un genre de petit questionnaire qui vous sera proposé pour justement déterminer
par vous-même quelle est l'intuition, le modèle de fonctionnement intuitif que vous utilisez le plus fréquemment. Alors, c'est quelque chose qui risque d'être intéressant. C'est une belle petite conférence qui se prépare pour la semaine prochaine et elle sera enregistrée dans la mesure du possible. Je dis dans la mesure du possible parce que je ne peux pas contrôler tout, hein, quelquefois. Donc, ça peut quelquefois être problématique. Alors, ça va être la prochaine conférence. Puis, j'essaie donc de régulièrement donner une conférence avec un thème différent. Alors, évidemment, une fois par semaine, c'est quand même beaucoup. Donc, s'il y a des sujets donc, que vous aimeriez que j'aborde, ben, vous pouvez me le faire savoir. Je sais que la cohérence cardiaque m'a été proposée comme sujet euh, dans cet après-midi pour le Québec, là, puisque c'était en France. Et évidemment, je vous dirais que sur le site, sur YouTube, vous allez trouver une conférence sur la cohérence cardiaque. Si vous jetez un petit coup d'œil, ouverture du cœur, ouverture intuitive du cœur, dans laquelle je parle de la cohérence cardiaque. Donc, ça peut être intéressant pour vous de visionner cette conférence-là si ça vous intéresse, bien évidemment. Il y a énormément de conférences qui ont été faites, énormément d'enseignements qui sont donnés. Il y a donc beaucoup d'enseignements que je mets sur le canal YouTube. Donc, pour ceux qui ont envie de jeter un coup d'œil sur les multiples sujets qui sont proposés parce que j'essaye vraiment d'être le plus large possible. Mais si vous avez des questions, des intérêts ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans l'intuition, dans le processus intuitif, ben faites-le moi savoir puisque je pourrai les aborder. Il y a également sur le site développementconscience.com, vous avez également une bibliothèque là, et vous avez plusieurs conférences également qui sont là. Peut-être certaines d'entre elles ne sont pas sur YouTube, je ne me rappelle plus exactement. Alors, des fois, c'est un peu difficile à suivre parce qu'il y a tellement de choses, tellement de conférences que je donne que j'essaye donc de les mettre sur YouTube assurément. Et c'est possible, par contre, malgré cela, qu'il y en ait qui ne soient pas présentes sur YouTube et qui sont présentes dans la bibliothèque. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil aussi sur la bibliothèque, sur le site Développement Conscience si cela vous intéresse. Donc voilà, voilà. Je ne sais pas s'il y aurait d'autres questions. Je constate que, voilà, bon, par rapport à la cohérence cardiaque, si j'ai bien compris cet après-midi, si on a une situation difficile, c'est d'aller respirer dans notre cœur. Oui, on pourrait respirer dans notre cœur. Et ce qui est intéressant, l'idée de respirer dans son cœur, c'est qu'on respire par rapport à l'événement qui est difficile. Là, tu parles d'une situation difficile, donc tu respires dans ton cœur en ayant en tête cet événement difficile-là, et tu fais ça pendant un certain temps, comme une genre de méditation, et tu constates qu'est-ce qui va se manifester en toi à travers le processus de respirer dans ton cœur, tout simplement. Tu vas constater que simplement le simple fait de respirer dans ton cœur va te mettre peut-être en communion avec une forme d'image, de sensation, de mots, un peu comme une forme d'intuition qui va te guider et qui va peut-être te conseiller à des choses que tu n'avais pas pensé par rapport à cette problématique-là. L'autre façon de faire, c'est d'aller sur YouTube et de faire exercice cohérence cardiaque et vous allez tomber à ce moment-là sur une petite vidéo, et bien plusieurs petites vidéos qui vous enseignent comment faire la respiration associée à la cohérence cardiaque, qui est très simple, qui va vous aider justement à expérimenter la cohérence cardiaque par le mode respiratoire. C'est celle qui est la plus valorisée en général. Et ça vous permet donc de vraiment rétablir la connexion entre le cœur et le cerveau, ce qui vous rend donc plus proche d'une forme d'intelligence émotionnelle. On sait que l'intelligence a été longtemps considérée comme associée au quotient intellectuel. Et dans ce cas-ci, on découvre justement que le quotient intellectuel est une forme d'intelligence, mais que l'intelligence émotionnelle en est une autre. Cette intelligence émotionnelle nous rend plus intuitifs, plus capables de se connecter aux autres, de collaborer avec les autres. La cohérence cardiaque, c'est ce qu'elle permet de faire. Elle nous permet de développer notre intelligence émotionnelle et de développer notre intuition et de développer notre habileté à s'adapter aux situations, aux événements de la vie, à être moins dans le stress, être plus capable de collaborer aussi. Donc, vous voyez, c'est ça un peu l'idée de la cohérence cardiaque. Et on dit justement que si tout le monde se lançait à expérimenter la cohérence cardiaque, on changerait le monde parce que tout être humain serait donc plus en harmonie avec une sensibilité. On serait moins dans cette espèce de stress qui fait qu'on peut des fois être dur et mesquin avec d'autres gens, par exemple. Vous voyez, alors c'est toutes des choses comme ça qui peuvent être intéressantes à expérimenter autour de la cohérence cardiaque. Moi-même, j'ai un petit appareil, c'est ça, je disais, qui permet de faire cette mesure de cohérence cardiaque et qui permet de démontrer vraiment que la tension au niveau du cœur va faire qu'on a beaucoup plus de difficulté à s'adapter aux situations de la vie. Hey, des gens, des fois, on se dit, mais mon cette personne-là, elle n'est pas cohérente, là. Elle se comporte d'une façon qui n'est pas adaptée à la situation. Mais c'est justement, quelqu'un qui se comporte comme ça, c'est quelqu'un qui n'est pas dans un état de cohérence cardiaque. Parce que la cohérence cardiaque fait que le cœur est adapté à ce qui se passe dans le cerveau et qui est adapté à ce qui se passe dans la situation. Donc, on est capable de réagir adéquatement. C'est ça la force
de cette technique-là. Alors, c'est intéressant d'expérimenter. Et évidemment, bien avant la cohérence cardiaque, il y avait des techniques de pranayama qui étaient très efficaces et qui vont beaucoup plus loin que la cohérence cardiaque, mais quand même, la cohérence cardiaque est un bel exercice simple d'accès et qui peut vraiment nous permettre de pouvoir cheminer et progresser d'une façon fort et efficace. Donc voilà. Alors, je vais vous souhaiter donc une belle fin de soirée. J'espère que vous avez apprécié ce petit webinaire. Alors évidemment, pour le Québec, c'est un petit peu plus court selon le nombre de personnes qui présentent, selon le nombre de questions qui sont présentées. Mais sachez quand même que vous avez accès à la conférence qui a eu lieu donc à 20 heures, à 14 heures ou 15 heures là, pour la France. Et vous allez pouvoir donc la visionner dès demain matin. Et une fois par mois, moi j'envoie un mail à tous les gens qui sont inscrits sur le site. Et vous allez avoir à ce moment-là tous les liens de toutes les conférences qui ont eu lieu durant le mois aussi. Donc, vous avez à ce moment-là la possibilité d'aller chercher beaucoup d'enseignements gratuits, en fin de compte, à travers cette façon de fonctionner que je propose. Donc, c'est bien. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Alors, je pense que je vais quand même conserver l'enregistrement de ce soir, donc vous l'aurez également en ligne à ce niveau-là également. D'accord, mais je vous remercie. Merci beaucoup, José. Merci beaucoup à tout le monde pour ce petit webinaire et on se dit à très bientôt, donc lundi prochain, cette fois-ci, pour pouvoir euh, faire la suite avec donc la découverte de quels sont notre mode de communication intuitif. Voilà. À très bientôt. Au revoir. C'est à